Les annéants de l'école. On a reçu Zoé Ledoux et on reçoit Céline Flécheux. C'est deux propositions assez différentes, mais qui sont des intensités pour nous avec Pierre Laurent. C'est destiné aux premières années, mais évidemment ouvert à l'ensemble de l'école. Et Céline va nous raconter des choses qui sont, je ne vais pas déployer, mais qui sont la suite ou la continuation, le résultat, je ne pense pas, si peut-être, de 25 ans de travail sur deux notions qui sont couplées et qui ne pouvaient pas exister l'une sans l'autre dans son cheminement, qui sont une longue réflexion sur l'horizon. Et puisque une fois qu'on a considéré l'horizon, il faut revenir, donc il a fallu revenir. Céline a un parcours qui est... c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de l'inviter, qui fait partie de ces gens qui ont une pratique de la philosophie et qui fréquentent les arts visuels aussi, les arts plastiques, et qui les fréquentent assidûment, qui en a une connaissance fine, soucieuse, sans parti pris. Et elle allie ces deux pratiques, en fait, cette observation des arts plastiques et la pratique de la philosophie avec bonheur, je crois. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup à elle. Merci. Merci, Denis. Merci beaucoup, Denis, et merci à l'école de m'inviter aujourd'hui. Puis je suis ravie de vous rencontrer toutes et tous et de pouvoir vous présenter le résultat de ce long travail que j'ai mené sur une notion dont j'aurais beaucoup de mal à vous dire pourquoi je l'ai choisie, elle. Mais disons qu'après avoir travaillé pendant quasiment une vingtaine d'années sur l'horizon, une fois que j'avais lu tous ces récits de ces gens qui partaient très très loin et dont on connaît toutes les aventures extraordinaires ou pas d'ailleurs qu'ils ont vécues, toutes les difficultés, toutes les épreuves, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, rien n'est dit sur ce qui se passe quand ils reviennent. Voilà, c'est vraiment très, très étrange. Pourquoi est-ce que tous les grands récits sont des récits d'aventure, des récits d'exploration, des récits de départ, justement, des récits qui consistent à repousser l'horizon, enfin, toute l'histoire, disons, de la civilisation humaine occidentale, a consisté à repousser les limites du monde jusqu'aux étoiles. Et en revanche, le mouvement inverse est très, très peu documenté. Et c'est ce rapport que j'ai essayé de chercher entre l'horizon et le retour, et cet horizon qui n'a pas arrêté de s'agrandir, de s'élargir, de s'approfondir. Comment est-ce qu'on faisait quand on revenait de très, très loin avec cet horizon immense, et où est-ce qu'on pouvait le déposer dans le tout petit lieu d'où on était parti. Voilà. Bon, moi, il me semble que c'est un sujet très important. C'est un sujet très important aujourd'hui. Peut-être que je vais en parler maintenant et puis on pourra en reparler à la fin si vous voulez. Mais disons qu'aujourd'hui, dans la pensée contemporaine, il y a un petit peu deux écoles qui s'affrontent, ou en tous les cas qui essayent de discuter, alors avec beaucoup de difficultés, et en particulier pour la traduction, mais enfin ça vaut pour beaucoup d'autres sciences humaines et sciences sociales. Il y a toute une école dite un peu humaniste, c'est-à-dire et universaliste, voilà, une école qui pense que, en fait, on peut se déplacer à partir du point d'où on est pour aller découvrir d'autres cultures, pour aller appréhender des choses autres. Mais même si on n'a pas du tout le bagage qu'il faut pour aller l'appréhender. Et on peut toujours revenir avec ce qu'on a découvert pour essayer de le traduire justement d'une certaine manière. Et puis, il y a une autre école, ça s'est vu récemment justement dans la traduction, qui considère que absolument pas, pour pouvoir traduire et pour pouvoir parler de quelque chose, il faut que le savoir soit situé. Et cette notion de situation, elle est très importante. Donc, en fait, on ne peut parler que de ce qu'on connaît très bien, c'est même pas que de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit intérieurement dans sa chair. Et à partir de là, on peut justement être très sensible
à ce qui s'exprime dans une autre langue pour pouvoir le traduire dans la sienne propre. Donc on voit qu'il y a un petit peu deux positions. Il y a une position qui est celle du déplacement, et puis il y a une position qui insiste sur la situation. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que ces deux positions déjà ne sont pas du tout irréconciliables, alors qu'elles se présentent vraiment dans des formes d'affrontement assez violents aujourd'hui. Elles ne sont pas du tout irréconciliables, et que l'horizon suppose justement le déplacement, et que le retour suppose de considérer la situation. Donc en fait, pas par une dialectique, mais disons par un mouvement justement de va-et-vient entre l'horizon et le retour, on peut essayer de comprendre ce qu'on gagne au déplacement et ce qu'on gagne au retour, ce qu'on perd quand on se déplace et ce qu'on perd quand on revient. Voilà, donc ce sera une histoire de gain et de perte, ce sera une histoire d'asymétrie, ce sera une histoire d'incorporation que celle du retour. Et je voulais commencer par vous montrer ce tableau extraordinaire de Chirico, qui lui-même est un grec qui a lui-même exilé, avec sa mère et son jeune frère, qui était aussi peintre, déjà en Allemagne, puis en Italie. À la fin de sa vie, alors pendant toute une partie de sa vie, il a beaucoup travaillé justement sur des formes de retour dans sa peinture, retour à une certaine technique de la peinture. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est pas la même problématique. C'est le retour d'Ulysse dans sa patrie. Et on voit, c'est un tableau très intéressant parce qu'il y a un homme dans une barque, cet homme est nu. Alors, il a une toge un peu, disons, dans la partie basse de son corps, mais qu'on ne voit pas. Il y a ce tissu rose qui est derrière lui, le rose qui est une couleur très importante dans le retour. Et il se retrouve dans une barque avec toutes ces petites vaguelettes autour de lui, dans une pièce. Donc, il est forcément complètement décalé, il n'est pas au bon endroit, il devrait plutôt être par la fenêtre. Et c'est un des rares tableaux, non seulement qui parle du retour, parce qu'en fait, il y a très, très peu d'œuvres plastiques qui parlent du retour. Plastique, j'entends là plutôt les images fixes, les films, la musique, je n'en parlerai pas. Il y a un nombre, et les séries. Alors là, c'est un gros thème récurrent, très, très, très propre justement à ce genre de narration. Mais là, dans les images, il est très difficile de rendre ces allers et retours justement entre l'horizon et le retour, entre l'horizon qui est très loin et le fait de revenir. Et vous voyez, quand ce personnage revient, il est complètement déplacé en fait. Il continue à être dans une forme de déplacement alors qu'il est situé, il est chez lui, mais en fait, il est trop petit pour rentrer dans le portique qui est dans sa maison, mais le portique, il est aussi sur l'île qui est là-bas, donc il essaye de rapporter quelque chose qui ne tient pas vraiment chez lui. Il y a un fauteuil à 2 places, ça aussi c'est très important, c'est-à-dire que normalement quand il revient, il y a quelqu'un qui l'attend, et là on ne sait pas qui l'attend, et il y a ces 2 fûts de colonnes qui sont comme ça en train de voguer parce qu'il manque l'assise, il lui manque justement ces points par lesquels il va pouvoir remettre les pieds sur terre, vraiment se retrouver l'endroit d'où il est parti. Et tout ça est encore complètement flottant ici. Alors, il y a plusieurs versions de ce tableau. Il a quand même fait des versions sans l'horizon par la fenêtre, ce que je ne comprends pas, mais enfin, ça, mais celui-là, voilà, est particulièrement frappant. Alors, effectivement, ce qui est marquant du premier, en tous les cas, pour moi, ce qui a été marquant dans ma recherche, c'est que j'avais donc passé des années à lire des récits d'expédition, des récits de voyage, des récits d'exploration, des récits de déplacement, des récits de migration, des récits de recul de frontières en travaillant sur l'horizon. Et sur le retour, je ne trouvais quasiment aucun récit. C'est-à-dire que ceux qui racontaient ce qui s'était passé quand ils étaient partis n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qui prenaient la parole pour raconter ce qui se passait quand ils revenaient. Ce n'étaient absolument pas les mêmes. Et cette dissymétrie, elle est extrêmement marquante. Alors, par exemple, une des choses les plus qui était frappante, c'est les représentations de l'horizon, où un des premiers récits de personne qui revient sur Terre quand elle est partie, justement quand elle est allée très très loin dans l'horizon, c'est Youri Gagarin. Et le retour sur Terre de Youri Gagarin, d'ailleurs, c'est un artiste avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Abraham Poincheval, que vous connaissez tous, j'imagine, qui m'en avait parlé.
Et Yuri Gagarin, il revient, il est sur des steppes du Caucase, dans une espèce de toute petite capsule, et il est jeté dans l'atmosphère terrestre, et il arrive au milieu de nulle part. Donc vous imaginez en 1961, avec les paysans qui se demandent qui arrive comme ça du ciel. Hein, voilà. Donc il n'y a personne pour l'accueillir, très très peu de gens. Et c'est aussi cette espèce de dissymétrie qui se voit encore aujourd'hui entre l'espèce de grosse machine érigée vers le haut dans toute sa verticalité splendide, avec plein de fumée, plein de bruit, des spectateurs, des téléspectateurs, tout ça est international, mondialisé, tout le monde suit comme ça les départs en direct de ces navettes et de ces fusées. Et le retour qui se passe, alors là, ça fait quelques années que c'est un tout petit peu plus médiatisé parce qu'il y a Thomas Pesquet. Alors Thomas Pesquet, tout le monde l'adore, donc on suit tout ce qu'il fait. Lui-même médiatise beaucoup, évidemment, ce qu'il fait. Mais donc, c'est un tout petit peu plus médiatisé. Mais jusque-là, personne ne savait comment revenaient les astronautes, les cosmonautes, hein, puisque ce sont tous les pays maintenant qui reviennent. Et ben voilà, ils reviennent dans une toute petite capsule qui n'est pas très différente de celle dans laquelle était revenu Gagarine, et ils sont au milieu de nulle part. Il n'y a pas de public pour les accueillir. Si on arrive à calculer exactement le point dans lequel ils sont, c'est vraiment, on a de la chance, et ils ont de la chance aussi. Et puis on sait, là quand même, grâce à Thomas Pesquet, on sait que maintenant, quand les astronautes reviennent, il faut qu'ils aient un certain laps de temps pendant lesquels on les met dans un centre pour que leur corps reprenne les dimensions qu'ils avaient quand ils étaient partis. Donc, non seulement ils sont partis très loin, le choc du retour, bon, vous l'imaginez, déjà il y a un choc physique terrible, hein, mais le choc du retour, il est aussi complètement vécu dans le corps. Hein, c'est pas du tout la même chose quand on part et quand on revient. Et d'ailleurs, vous-même, vous en faites, nous-mêmes, on en fait tous l'expérience. Quand vous partez en vacances, quelque part, voilà, vous arrivez par exemple dans un aéroport et puis vous avez tous vos bagages. Et ce qui compte à ce moment-là du bagage, c'est tout ce que vous avez extériorisé de vous dans des paquets qui se sont matérialisés autour de vous. Quand vous revenez, et donc on vous accueille à l'aéroport, il y a l'étage des départs, on vous vend plein de bêtises, voilà, tout ça est très très animé. Et au retour, vous voyez très bien la très grande dissymétrie. Vous arrivez, il faut que vous récupériez votre bagage et hop, que vous sortiez tout de suite. Donc, ce n'est pas du tout la même appréhension, en fait, entre l'arrivée et les départs. Et le bagage n'a plus du tout le même sens à votre retour. Plus du tout le même sens. Le bagage, en fait, c'est vous qui le portez en vous. C'est vous qui l'avez complètement incorporé. Ce bagage matériel qui représentait absolument votre départ et votre voyage, finalement, il n'a que peu d'importance quand vous revenez, et vous le savez très bien, et ce que vous savez aussi très bien, c'est qu'il est très difficile de revenir d'une grande expédition, par exemple, ou d'un grand voyage, ou d'une grande aventure, et de le raconter à ses amis, hein, et vous encore, vous évitez les soirées diapositives, hein, mais au temps de la jeunesse, de notre jeunesse avec Denis, il pouvait encore y avoir des soirées diapositives très ennuyeuses où les gens racontaient ce qu'ils avaient fait ailleurs et tout le monde s'en fiche, hein, en général. Ce n'est pas du tout la partie la plus intéressante. Voilà. Donc il y a toujours un décalage et une dissymétrie entre partir et revenir. Et là, vous voyez aussi d'autres images. Donc, à toutes les époques, hein, on atterrit dans un canot, on atterrit au milieu de nulle part, on atterrit dans un endroit qui est à peine trouvable et pour lequel on n'est pas accueilli. Et ça, c'est très important. Il y a cette très grande dissymétrie entre l'accompagnement du départ et l'absence d'accueil au retour. Donc ça, c'était très visible dans les voyages, mais ça n'a pas été le seul champ dans lequel la dissymétrie a été vraiment manifeste. En travaillant sur l'horizon, j'ai travaillé beaucoup sur Robert Smithson et sur le Land Art, et ça, c'était pendant que je faisais ma thèse, et j'ai fait ma thèse dans les années entre 2000 et 2005, et il y avait un livre extraordinaire qui s'appelait Le Land Art, en partant, en revenant. Alors là, quand même, c'était trop beau. Partir, revenir, le Land Art, de Anne-Françoise Spenders, qui est une chercheuse belge et qui est aussi artiste, et qui, dans les années 80,
dans les années 90, est allée rencontrer tous les artistes du land art et est revenue avec un matériau incroyable. Elle écrit très bien. Alors, au même moment, il y avait Tiberghien qui sortait son livre sur le land art, donc il y en a un qui a eu plus d'écho que l'autre, disons. Et puis, elle, je me suis dit, tiens, je vais aller lire ça, c'est à l'air extraordinaire. Partir, le land art partir, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et ce tome 1, il a été pendant plusieurs années épuisé chez l'éditeur, absent de toutes les bibliothèques et à Paris, systématiquement volé et dérobé. Voilà. Donc impossible de trouver le volume 1 partir. Le volume 2, revenir, aucun problème. Je l'ai toujours trouvé. Il est 2 fois moins gros, aucun problème pour me le procurer. Voilà. Donc là aussi, ça en disait très long sur le fait que partir avait toujours un côté extraordinaire, quelque chose qui était de l'ordre de l'aventure, de l'épreuve, de dépaysant, alors que revenir était déjà beaucoup plus ennuyeux, c'était retrouver justement le monde ordinaire, et ça, c'était beaucoup moins intéressant. C'est vrai que c'est un petit peu moins sexy comme sujet, et c'était très, très visible, en tout cas, par les publications. Alors, avant de passer à une des plus grandes histoires en fait de retour, ce qui est très frappant, c'est que cette dissymétrie entre partir et revenir, en même temps, elle ne s'appuie pas sur le fait fondamental que le premier grand livre de la littérature occidentale, ce qui n'est pas le cas dans les autres cultures. Dans la civilisation occidentale, le premier grand livre, ce n'est pas un livre religieux, c'est l'Odyssée d'Homère. Alors, je sais qu'il y a l'Iliade avant, que l'Iliade... Alors, quand j'ai abordé le sujet, je me suis dit, voilà, encore une fois, c'est très clair, il y a l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, c'est le départ, et l'Odyssée, c'est le retour. En fait, c'est déjà plus compliqué que ça. Si vous lisez l'Iliade, les premières pages de l'Iliade, tous les Grecs ont déjà envie de revenir, parce que ça fait 9 ans qu'ils attendent devant les remparts de Troie. Ils en ont assez, ils veulent repartir. Donc en fait, le désir de retour est présent dès les premières pages, dès les premiers vers de l'Iliade. Et ensuite, l'Odyssée qui est un des livres les plus connus au monde, et qui n'arrête pas de connaître des nouvelles traductions. Enfin, en français, d'ailleurs, il n'y en a pas eu tant que ça. Des nouvelles appropriations, des nouveaux commentaires, et avec des succès à chaque fois complètement considérables. Et je ne parlerai pas de Sylvain Tesson qui a écrit sur l'Odyssée. Voilà, c'est pas du tout le commentaire le plus intéressant, mais c'est vraiment un sujet qui est brûlant à chaque fois et qui connaît à chaque fois un succès assez considérable. Et c'est assez frappant de voir que l'Odyssée, c'est l'histoire d'un retour, mais c'est surtout l'histoire d'un retour empêché. Voilà. Et il est clair que d'empêcher quelqu'un de revenir, de faire en sorte que le désir de retour soit tellement contrarié qu'il s'allonge dans un temps de vie considérable, c'est une des plus grandes cruautés qu'on puisse faire subir à quelqu'un. Et ça, c'est une des premières choses sur lesquelles les grands textes ont commencé à réfléchir. Et c'est très, très étonnant de comprendre que quelqu'un qui a le désir de revenir, je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas revenir, ça c'est autre chose, ceux qui ont le désir de revenir, les empêcher de revenir, c'est d'une cruauté terrible. C'est aussi les empêcher de devenir humains. C'était vraiment les empêcher d'accomplir une dimension de l'existence humaine. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, mais en fait, le retour, c'est pas juste une série d'histoires, l'Odyssée, c'est pas juste une série de le guerrier valeureux grec qui passe comme ça dans toutes ces îles et qui rencontre des monstres et des magiciennes, et il couche avec tout le monde, et après il boit des potions horribles, et puis ils sont tous transformés, et puis finalement il revient, et puis encore, il casse tout à nouveau, et voilà, il retrouve sa femme. Non, c'était beaucoup plus que ça, c'est-à-dire c'était le récit d'un retour empêché. Et ce récit de retour empêché, pourquoi est-ce que les dieux décident
d'empêcher le retour du seul guerrier proprement humain qui était à Troie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça? Et là, je me suis dit, là, il y a une question philosophique énorme. Et cette question philosophique, le but, c'était justement de la faire rencontrer ou trouver des échos avec cette dissymétrie que j'avais relevée dans les récits et cette espèce de très grande pauvreté, en fait, aussi, qui était liée au retour. Et tout à coup, il y avait plusieurs figures du retour qui me sont apparues. Et toutes ces figures du retour, le retour du fils prodigue, le retour de la résurrection, le retour à la vie de Lazare, et puis tous les retours que l'on peut voir dans tous les films, montrent à chaque fois la même chose, c'est qu'on part riche et on revient pauvre, on part jeune et on revient vieux. Voilà. Et ce n'est pas métaphorique, effectivement, et on part complètement habillé, enfin, avec ses valises, avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure à l'aéroport, et on revient, on n'a plus rien. C'est le dénuement total. Et pour une chose qui est aussi très marquante, qu'on peut voir, le retour de la guerre, le retour de la guerre étant un peu le retour par excellence, le retour de la guerre, il y a aussi dans les noms qu'on utilise, c'est très intéressant. Pendant la guerre 14-18, vous savez que tous les jeunes gens qui avaient à peu près votre âge sont partis, dit-on, la fleur au fusil, ce qui a quand même été très, très discuté. Et donc, ils avaient 16 ans, ils avaient 18 ans, ils étaient quasiment imberbes. Et vous savez comment on les appelle quand ils reviennent? Les poilus de 14-18. Voilà, les poilus de 14-18. Et donc, le nom même qu'on a utilisé était là pour marquer, en fait, cette différence entre le départ de la jeunesse et le retour, où oui, là, ils ont évidemment vieilli. Mais ce n'est pas seulement métaphorique, c'est aussi qu'il s'est passé quelque chose dans le temps, et que ce temps, on ne sait pas bien où il est passé quand on revient. Voilà. On ne sait pas très bien que faire de ce temps quand on revient, du temps où on était ailleurs, et du temps du retour qui correspond toujours à une forme de transition. Et être dans une transition, et on le sait en ce moment puisqu'on est dans une phase, dit-on, de transition écologique, encore que ce terme demanderait à être très, très, très étudié, réfléchi, médité, conversé et débattu, sans doute. Mais être dans une transition, c'est être toujours dans quelque chose en mouvement, qui n'est pas du tout stable, alors que celui qui revient pense que voilà, il va pouvoir retrouver la place qu'il avait libérée quand il était parti. Sauf que cette place-là n'existe plus, sauf que ce qui est autour n'existe plus ou a changé, que lui-même a changé. Et donc, les dissymétries et les décalages n'arrêtent pas de se multiplier et sont difficiles à vivre, en tout cas, sont vécus comme des épreuves. Ce qui pose la question du nom, justement. Celui qui revient. Alors, vous voyez que pour partir, il n'y a pas de problème de nom. Il y a les voyages, disons, les départs qui sont choisis, les expéditions, donc l'expéditeur, le découvreur, la grande découverte, le voyageur, le missionnaire, voilà. Et puis ensuite, il y a les départs non choisis, les exilés, les émigrés, les immigrés. Tous ces noms, il y a un très beau texte de Hannah Arendt qui s'appelle « Nous les exilés », où elle explique que tous ces noms correspondent à des situations politiques précises qu'il faut particulièrement analyser pour pouvoir les distinguer les unes des autres. Après, quel nom avons-nous pour désigner celui qui revient? Le reveneur, ça ne marche pas. Le retourneur, ça ne marche pas non plus. Le revenant. Mais le revenant, en français, dit autre chose. Il dit aussi le spectre. Voilà. Et c'est quelque chose qui suivra toujours celui qui revient. C'est la dimension spectrale qu'il porte avec lui quand il revient. Toujours. On n'est jamais sûr de bien reconnaître la personne qui revient. Jamais. On n'est jamais sûr si c'est vraiment lui. Et le nombre de récits qu'on connaît dans lesquels celui qui revient n'est pas exactement le même que celui qui est parti, où des doutes immenses subsistent. Vous imaginez
quand il n'y avait pas la photographie, par exemple, ou quand les gens étaient dans des tout petits villages et ne quittaient jamais des territoires très exigus. Quelqu'un qui partait pendant 20 ans et qui revenait, comment faire pour le reconnaître? C'était très difficile. Il y a une histoire célèbre, Martin Guerre, avec un film qui a été fait, mais qui est déjà une histoire dont parle Montaigne. Donc ce soldat qui part à la guerre et qui revient, et un doute prend tout le monde, saisit tout le monde, tout le monde se demande si c'est vraiment lui qui est revenu. Alors, on a su bien plus tard que ce n'était pas lui, qu'il avait usurpé l'identité. Mais donc il y a toujours quelque chose de spectral, effectivement, de fantomatique avec celui qui revient. Donc, mais je ne peux pas l'appeler un revenant, parce que le revenant, en fait, si je l'appelle un revenant, ce que je fais, c'est que je prends une signification et je la colle en fait sur une expérience qui déborde celle de la signification que je lui ai accolée. Donc, mais en fait, si vous cherchez bien quelqu'un qui revient, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, voilà, moi, mon fils, maintenant, il est dans un internat, et quand il revient, avec son père, on ne peut pas s'empêcher de l'appeler le fils prodigue. Voilà, on l'appelle le fils prodigue. Sinon, on peut appeler quelqu'un qui revient d'un long voyage. Un Ulysse. Il y a un Ulysse. Alors, le mot Ulysse, le nom Ulysse a été utilisé tout au long de l'histoire par les poètes, justement, pour désigner celui qui revient. On verra plus tard Lazare. Lazare. Alors, revenir, quand on est Lazare, Lazare est devenu la personnalité, en tous les cas, le nom qui a été choisi et utilisé par ceux qui revenaient des camps de concentration. Donc ça a été aussi un mot très, très important. Donc, ces retours, celui qui revient, eh bien, en français, et ce n'est pas le cas qu'en français, c'est le cas dans plein d'autres langues, en fait, on n'a pas de nom. On ne peut utiliser que cette périphrase, celui qui revient. Donc, il n'y a pas de nom pour désigner l'épreuve que signifie le retour. Voilà. Et celui qui revient, oui, c'est un homme. Alors là, dans tous les récits, c'est un homme. Ça, c'est genré. C'est une histoire qui est complètement genrée. Celui qui revient, c'est Ulysse, et celle qui l'attend, c'est Pénélope. Et ça, c'est là depuis très longtemps. Et c'est encore là, c'est peut-être pas prêt de changer, mais en tout cas, c'est quand même déjà en train de changer. On le voit au cinéma, on le voit dans des documentaires. Voilà, quand même, là, la place de la femme qui revient, de la femme qui prend aussi la caméra et qui prend la plume, l'ordinateur, pour écrire le récit du retour, ça, c'est en train de changer. Donc là, il y a vraiment un champ magnifique qui s'offre à l'expérimentation du retour, dit par des voix de femmes, ou de tous les genres. C'est pas du tout. Il s'agit. Mais dans l'histoire, c'est très genré. Voilà, c'est très genré parce qu'effectivement, c'était les hommes qui partaient à la guerre et c'était les femmes qui les attendaient. Et puis qui élevaient les enfants, qui s'occupaient de l'école, qui s'occupaient de les faire à manger. Enfin voilà, qui s'occupaient des choses domestiques. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'aventure et l'extraordinaire, la guerre, donc ou bien la guerre ou l'aventure et l'extraordinaire, c'est l'homme. Et puis, la vie quotidienne, c'est la femme. Et pourquoi faut-il à Ulysse 10 ans pour rentrer chez lui? Pourquoi lui faut-il 10 ans pour rentrer chez lui? Pourquoi ce temps est-il tellement étendu alors que tous les autres guerriers sont déjà rentrés? Toute la structure de l'Odyssée, qui est une structure très complexe, on dit en général que... il y a plein de discussions sur l'Odyssée, mais pour l'Odyssée, juste quand même que vous situiez un petit peu, vous donnez quelques indications. C'est un récit qui se passerait autour de 1200 avant Jésus-Christ. Et Homère, qui est un personnage complexe, dont on ne sait s'il a vraiment existé ou si c'est un composite en fait, de différents auteurs, de différents poètes, aurait composé ce grand poème au 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Quand Aristote écrit, Aristote, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote écrit un résumé d'un paragraphe de l'Odyssée. C'est tout. Ça ne l'intéresse pas du tout, d'ailleurs. Disons qu'en 3 siècles, il y a déjà eu un nombre de commentaires de l'Odyssée qui est faramineux.
Donc imaginez en 2024, quand on s'attaque à un monument pareil, le nombre de commentaires, il est immense, absolument immense. Mais là-dedans, c'est intéressant justement de revenir au texte et de se dire, tiens, comment est-ce qu'il est composé et comment fonctionne le retour dans ce texte-là. Et là, en fait, on s'aperçoit que Ulysse, son nom est toujours repoussé. On ne l'a pas au début, on ne l'a pas au milieu, on est obligé d'attendre assez loin dans le récit pour trouver Ulysse. Et quand on le voit, ben, ça y est, quand on le découvre, il est assis tout seul sur un rocher. Et enfin, Hermès vient le délivrer. Calypso accepte à son grand regret, parce qu'après, elle se retrouve toute seule, hein, de le laisser partir. Et là, il arrive dans une île avant d'atteindre Ithaque. Et c'est là qu'il raconte son histoire. C'est là qu'il raconte son histoire. Donc, on est obligé d'attendre à peu près 9 livres pour entendre l'histoire d'Ulysse, qui se met à la raconter. Et c'est là où il raconte toutes les aventures qu'il a vécues. Et ensuite, les Phéaciens sont tellement émus qu'ils le laissent partir, et ils le raccompagnent jusqu'à Ithaque, et enfin, il arrive à Ithaque. Et là, vous vous dites, ben voilà, ça y est, c'est fini. Mais non, la partie la plus difficile, c'est de revenir chez soi quand on est déjà chez soi. Voilà. Et là, arrive toute une autre partie du récit, où Ulysse doit retrouver son palais, doit retrouver sa femme, doit retrouver son fils et doit retrouver son autorité. Voilà. Donc ça, ce sont des parties, disons, assez problématiques du texte, mais en tous les cas qui montrent bien que la difficulté du retour, elle ne s'arrête pas à partir du moment où vous avez accosté. Hein. Ce n'est pas à partir du moment où vous avez accosté que... Non, la difficulté du retour, c'est jusque dans chez soi, la difficulté est encore là. Et comment faire avec cela ? Alors, un des récits, qui est un récit donc, à peu près parallèle au récit de l'Odyssée, la Bible a été écrite après l'Odyssée, c'est le parabole du Fils prodigue. Alors, c'est une parabole qui se trouve dans un évangile seulement, un des 4, dans Saint Luc. C'est une parabole qui n'est pas très longue, mais qui est une parabole avec plusieurs paraboles dans la parabole. Disons qu'il y a quelqu'un qui a perdu un mouton, et donc il faut retrouver le mouton. Il vaut mieux retrouver un mouton et laisser les 99 autres attendre que de perdre ce mouton-là. Voilà. Quelqu'un a perdu une pièce, mais il a encore 99 pièces, ben, c'est pas grave, il faut tout mettre en œuvre pour retrouver cette pièce-là. Et quelqu'un a perdu son fils, et ce qu'il faut, c'est tout faire pour retrouver ce fils-là. Donc, le fils prodigue, c'est une parabole un peu à tiroir, ça s'appelle, et c'est une parabole qui vient en dernier terme d'une parabole qui a commencé un petit peu plus tôt. Et cette parabole, il se trouve que c'est l'histoire la plus connue de la Bible et la plus connue dans le monde entier. C'est l'histoire qui a été la plus traduite, qui est la plus commentée et qui a donné le plus lieu à des récits. Et je suis sûre, si vous cherchez même des séries, vous allez en trouver une quantité incroyable avec cette histoire du fils qui est parti quand il était plus jeune parce qu'il voulait faire sa vie, il avait pris son héritage, il a tout dépensé, et puis il y a un moment, il revient. Voilà. Donc le fils prodigue a tout dépensé. Et il revient, il est très malheureux, et il pense que son père va vraiment le bannir. Et en fait, son père est tellement heureux de le retrouver qu'il l'accueille, et qu'il lui fait une fête. Enfin, bon, c'est un texte absolument extraordinaire que je vous invite à relire, qui est vraiment très beau. Et dans ce... Alors, c'est un thème biblique qui a été très souvent représenté, et qui a été en particulier très souvent représenté par Rembrandt, mais Rembrandt l'a représenté plusieurs dizaines de fois tout au long de sa vie. Et ça, c'est un des derniers tableaux de Rembrandt, qui est à l'Ermitage, donc en ce moment, il est absolument, depuis plusieurs années maintenant, il est absolument invisible. Et c'est un très beau tableau dans lequel, alors, qui est en réalité beaucoup plus sombre que ce qu'on voit là, dans lequel il y a beaucoup de doré et de dorure et de rouge, en fait, qui viennent entourer le père et le fils.
Donc le père et le fils sont entourés d'autres personnages, mais qui sont complètement silencieux, et c'est plutôt l'espèce d'emboîtement du père et du fils qui est important dans ce tableau-là. Et je me suis dit, tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait représenter la dissymétrie qui est propre au retour? Comment la figurer sans illustrer le retour? Parce que si vous êtes peintre et que vous illustrez quelque chose, ça n'a pas du tout, ça n'a aucun intérêt. Comment vous faites passer plastiquement la dissymétrie du retour? Eh bien, Rembrandt peint le père avec un visage et des yeux surtout divergents. Vous voyez, un œil part à droite, l'autre part vers le fils. Un œil vers l'aller, vers le départ, un autre vers le retour. Les mains du père, une est très très grande et très épaisse, l'autre est très mince et très longue. On dit en général qu'il a une main paternelle et une main maternelle, parce qu'en fait, il représente les deux figures, la figure du père et la figure de la mère. Et donc, la dissymétrie, elle est visible dans les mains. Et l'autre endroit où la dissymétrie est visible, c'est dans les pieds du fils. Un des pieds est tourné vers nous, alors que l'autre est encore dans sa chausse. Et surtout, un des pieds est nu, tourné vers nous, et l'autre est chaussé. Et ce thème d'être déchaussé est un thème qui est très important dans cette histoire du retour. Bosch a peint aussi un tableau sur le fils prodigue, et vous voyez que le fils prodigue, quand il rentre chez lui, donc il est devant le lupanar dans lequel il a absolument tout dépensé, et il rentre chez lui après avoir donné à manger à des cochons. Et quand il rentre, en fait, vous voyez qu'il n'a pas les deux mêmes chaussures. Et donc ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire que la dissymétrie est visible et sensible, en fait, dans les membres qu'on appelle énantiomorphes, c'est-à-dire qui ne sont pas symétriques, mais qui se rabattent l'un sur l'autre quand on les rapproche, voilà, et qui ne forment plus qu'une unité. Eh bien, on a donc les yeux, on a les mains, on a les pieds, donc tout ce qui devrait être traité de façon symétrique dans le corps est traité de façon dissymétrique de la part de Rembrandt. Et voilà la manière dont Rembrandt, si vous voulez, incorpore la dissymétrie du retour dans le corps même des personnages qu'il représente. Le fils prodigue, c'est intéressant parce que c'est un récit de retour heureux, c'est un récit de retour réussi, c'est un récit d'accueil. Vraiment, il se fait accueillir à bras ouverts, on fait une fête pour l'accueillir, voilà. La plupart des récits des exilés qui reviennent chez eux le disent très bien. Il n'y a pas de fils prodigue, il n'y a pas de fils prodigue. Il n'y a aucune structure dans les États, par exemple. Il y a des structures dans les États, des associations qui accueillent les exilés. Il n'y a aucune structure qui accueille ceux qui reviennent. Parce que ça fait encore partie de la dissymétrie. Revenir, ce n'est pas problématique. Vous voyez, revenir, on a l'impression qu'on va revenir à l'état normal. Voilà, donc il n'y a pas cette situation d'exception qu'il y a justement dans l'exil. Or, et ça c'est un grand commentateur du retour de guerre qui le dit, qui est un philosophe sociologue de l'entre-deux-guerres qui s'appelle Alfred Schütz, il dit « Or, il arrive à celui qui revient le même choc qui est arrivé à Ulysse quand il a été laissé sur la plage à Ithaque, il ne reconnaît pas son pays natal. Il ne reconnaît pas son pays natal. C'est ça le choc, c'est de ne pas reconnaître d'où on vient. Et ce choc-là, personne ne le mesure. Et donc, on se retrouve avec ceux qui reviennent et qui n'ont absolument aucun lieu, aucun bras de père prodigue, parce qu'en fait, dans le mythe, c'est quand même le père qui est prodigue. C'est lui qui donne sa prodigalité pour accueillir son fils. On n'a pas ça. Ça n'existe absolument pas. Et même quand vous commencez à regarder tous les récits du retour, il y en a beaucoup des récits du retour, mais ils sont tous complètement éparpillés, complètement
ils ne sont pas du tout rassemblés. Hein. Or, il serait très intéressant de rassembler ces récits du retour. Vous voyez, il y a une maison d'édition excellente d'ailleurs qui s'appelle La Découverte, voilà, où il y a plein de récits justement d'expédition. Mais il n'y a pas du tout de maison d'édition qui s'appelle Le Retour. Hein, ça. Il y a un grand festival à Saint-Malo qui s'appelle le Festival du Grand Voyageur. Mais le Festival du Grand Voyageur, il n'y a pas de festival du Grand Revenant. Hein, ça n'existe pas. Vous voyez, déjà, on le prendrait pour un festival de films d'horreur. On ne verrait pas du tout le voyage dedans. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et il y a un autre récit biblique, alors bien avant le Fils prodigue, qui est très intéressant, qui est la fuite de Lot et sa famille de la ville de Sodome. Et Lot et ses enfants partent. Hein, ils sont... Bon, ça, c'est une mosaïque de Montréal et en Sicile. Donc, ils sont sur la droite, c'est le groupe de droite. Et on voit la femme de Lot qui se retourne sur Sodome en feu. Et vous savez ce qui lui arrive, elle est changée en statue de pierre. Voilà. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas la ville qui se retrouve pétrifiée. C'est elle qui, dans le mouvement de se retourner, se retrouve pétrifiée en statue de sel. Et on n'a aucune explication. Il y a très peu de commentaires sur cet aspect-là. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Or, c'est à mettre en rapport, évidemment, avec tout ce qu'on vient de voir. Disons que le mot « retour » en français, au mot « retour », au substantif, correspondent deux verbes, revenir et se retourner. Voyez. Déjà, il y a une dissymétrie, c'est-à-dire j'ai un terme, un substantif, mais j'ai un dédoublement qui s'opère quand je passe à l'action. Et revenir et se retourner, alors là, il y a Orphée derrière, c'est-à-dire qu'en fait, tout l'art est concerné par ce problème de ce dédoublement opéré par les gestes du retour. Donc, et je ne parlerai pas d'Orphée aujourd'hui, mais en tout cas, là, on a un autre... on n'a pas revenir, on a le fait de se retourner. Voilà. Se retourner sur son passé, se retourner sur ce qu'on laisse, se retourner sur ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qui arrive aussi à Orphée, bien sûr. Et Orphée, on sait ce qui se passe. Quand il se retourne, il perd Eurydice. Et elle, quand elle se retourne, elle est transformée en statue de sel. Et ça, c'est aussi là sont déposées, en fait, des méditations très profondes. Pourquoi revenir peut être dangereux? Pourquoi se retourner sur son passé peut être dangereux? Voilà. Pourquoi est-ce que ça peut empêcher l'action? Pourquoi est-ce que ça peut risquer de nous pétrifier? Pourquoi est-ce que ça peut risquer de tuer ce qu'on a aimé? Il se passe tout au long de l'Odyssée des méditations un peu de la même sorte, c'est-à-dire que toute l'Odyssée est un récit, en tous les cas quand Ulysse raconte son histoire. Alors je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, Ulysse, c'est le premier de toutes les voix qui se sont... Voilà, c'est de toutes les voix qui ont parlé. Alors je sais que c'est Homère qui a parlé pour Ulysse, mais enfin, c'est le premier récit à la première personne. C'est-à-dire, c'est quand il est question d'un retour qu'alors c'est la première personne qui se met en place en fait, dans toute la littérature mondiale. Et Ulysse raconte toujours des histoires entre l'oubli et le souvenir, l'oubli et la mémoire, et la peur de l'oubli, la peur d'oublier le jour du retour. Ça, c'est la grande terreur d'Ulysse et de ses compagnons. Oublier qu'on doit revenir. C'est une angoisse terrible. Et il rencontre toute une quantité de princesses, de magiciennes, de sirènes, qui veulent absolument, par la séduction, lui faire oublier le jour du retour. Ou alors, il rencontre des monstres qui veulent le dévorer et donc l'empêcher de revenir. Et ça, c'est vraiment absolument passionnant parce que comment faire pour ne pas tomber dans l'oubli du retour? Et il y a dans toute l'Odyssée aussi des moments
où Circé doit donner quand même un filtre aux compagnons d'Ulysse pour les faire retrouver le désir de retour, c'est-à-dire pour qu'ils ne soient pas complètement pris dans la mémoire de ceux qu'ils ont quittés et être complètement pétrifiés et ne plus passer à l'action. Donc, le retour, ces deux verbes sont importants, revenir et se retourner. Le fait que revenir, c'est se retourner, mais on ne peut pas rester dans le retournement de la même manière qu'on ne peut pas rester éternellement dans le retour. Donc, ce qui se passe en général avec toutes les grandes expéditions, c'est que chaque expéditeur, quand il revient, eh bien, il repart immédiatement, comme on va le voir maintenant. Donc, on voit là la carte d'Ulysse, donc tous les périples par lesquels il est passé en Méditerranée. Donc, il arrive en fait jusqu'au détroit de Gibraltar, et au détroit de Gibraltar, il rencontre Calypso. Il reste pendant 7 ans avec Calypso, donc c'est énorme, et ensuite il est libéré par Hermès et il peut rentrer chez lui. Alors voilà une carte dessinée par un Anglais qui... Je vais vous dire où on est aujourd'hui. Marseille, donc on est... Je ne sais pas si j'ai une souris. Ouais. On est là, voilà. Aujourd'hui, on est là. Voilà. Donc pour Homère, on était là. Ça, c'est le dernier globe, donc un des premiers globes réalisés pour qu'en fait les expéditeurs réalisent la partie de mer qu'ils auraient à couvrir s'ils passaient par l'ouest. Donc ça, c'est un globe très célèbre de Nuremberg. Et donc c'est aussi un des derniers globes sur lequel l'Amérique ne figure pas. Ça, c'est une carte qui visiblement aussi aurait été, alors c'est une hypothèse, elle n'a pas été vérifiée, sans doute dessinée par Christophe Colomb et son frère, parce que Colomb est allé passer plusieurs années dans les îles des Canaries, où il était dans un couvent. Et dans ce couvent, il y avait des frères qui connaissaient absolument tout des vents, de la navigation et de la manière dont on pouvait ravitailler les navires. Et donc c'est comme ça en fait qu'il a trouvé la route vers l'ouest, c'est qu'il connaissait l'endroit où il pouvait s'arrêter, c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement la navigation, c'était peut-être le meilleur navigateur de son temps. Et en fait, la route qu'il a trouvée pour aller en Amérique, bon, lui, il a toujours cru qu'il allait en Inde. Il n'y avait rien qui pouvait lui faire changer d'avis. Il a toujours pensé ça. Mais la route qu'il a trouvée pour aller en Amérique, jusqu'au bateau à vapeur, ça a toujours été la même qu'on a utilisée. Il a trouvé l'aller, il a trouvé le retour, et il a fait 4 expéditions. Et à chaque fois, il a pris quasiment la même route. Donc, très sûr. Quelqu'un qui a vraiment compris comment ça fonctionnait à cet endroit-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est la carte des grandes découvertes. Alors, vous savez que ce sont des mots qui sont très discutés en histoire contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'appeler ça des découvertes ? Ils allaient quand même dans des pays qui étaient habités, où il y avait des civilisations, ils ont tout détruit. Voilà, c'est vraiment très, très remis en question, en particulier par un historien très intéressant qui s'appelle Romain Bertrand, qui a beaucoup écrit justement sur les grandes découvertes avec plein de guillemets. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à partir de Marco Polo, donc oui, XIIe siècle, il y a cette espèce d'expansion en fait du monde occidental qui cherche à ouvrir comme ça le plus possible, faire reculer l'horizon et donc conquérir de nouvelles terres voilà, s'assurer faire reculer la limite du monde, parce que pendant très longtemps, alors non pas qu'on croyait que la Terre était plate, ça, il y en a toujours d'ailleurs des gens qui croient que la Terre était plate, mais c'est pas vraiment ça qui empêchait d'avancer. Ce qui empêchait d'avancer, c'est qu'on savait pas en fait quelle était la distance de la mer-océan, comme on l'appelait, entre l'Espagne et l'Inde. Voilà, c'est ça qui faisait qu'on avait beaucoup de mal à le calculer. Alors, en tout cas, ce qui est assez intéressant d'un point de vue où la fiction se relie à l'histoire, c'est que Ulysse a terminé sa course chez Calypso ici. Ici exactement, à Palos de la... Enfin, en tous les cas, à Gibraltar. On parle des colonnes d'Hercule et tout ça. Dante, donc quelques siècles plus tard, il fait passer Ulysse par les colonnes d'Hercule. Il l'envoie dans la mer Atlantique
Alors, manque de chance, il y a un grand tourbillon et il coule. Hein, parce que Ulysse, n'ayant pas connu la chrétienté, il ne peut pas aller jusqu'au paradis, donc il reste en enfer. Et donc là, on est toujours dans le récit. Mais quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que historiquement, le lieu d'où est parti Christophe Colomb, c'est exactement le lieu où s'était arrêté Homère, à Palos de la Frontera. Vous pouvez y aller, d'ailleurs, il y a des reconstitutions des caravelles de Colomb. Donc en fait, le lieu où s'est arrêté le récit en moins 700 avant Jésus-Christ est le lieu d'où partent une quantité de grandes expéditions qui vont quand même complètement changer évidemment la face du monde plusieurs siècles plus tard. Hein. Et donc cette espèce de coïncidence des lieux, parce qu'après tout, il aurait pu partir de Bretagne, d'Écosse ou même des Canaries, hein, mais non, il part de là. Alors, dans ces récits de voyage, ce qui est tout à fait marquant, c'est effectivement le fait que tous ces grands explorateurs, alors avec plein de guillemets, hein, pas de problème, tous ces grands explorateurs, ils partent, ils tiennent des journaux. Dans les journaux, ils racontent comment ils remplissent leur cale, ils racontent ce qui se passe dans la mer, ils racontent les problèmes d'orientation, les problèmes de perte, les problèmes de tout ça. Et jamais ils ne racontent ce qui se passe quand ils reviennent. Absolument jamais. Donc on ne sait pas comment Christophe Colomb est revenu à Palos de la Frontera quand il avait quand même découvert l'Amérique. On ne sait pas comment Marco Polo, au XIIe siècle, qui est allé jusqu'en Chine et au Japon, il revient. Alors Marco Polo fait un récit de son retour, hein, qui fait 5 lignes. Alors, il s'appelle lui-même « il » et « nous hein, », parce que bon, il n'avait pas une petite opinion de lui-même. Donc, lorsqu'il revient dans son pays, tout se passa bien, il fut bien accueilli, et voilà. Et c'est tout ce qu'on sait. Mais quand même, il y a quand même des trous dans l'histoire qui sont béants, qui sont énormes, qui demandent à être comblés. Et on n'a pas de matériaux pour ça. On n'a absolument pas de matériaux. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas comment Magellan, avant de partir faire le tour du monde, justement, comment il revenait à chaque fois. Mais forcément, plus ces grands navigateurs voyageaient, plus ils découvraient des horizons qui étaient de plus en plus larges. Enfin, vous voyez, là, c'est un petit peu la même chose qui se passait dans le tableau de Chirico. C'était l'élargissement. Et cet élargissement, comment je fais quand je rentre chez moi et que je ne peux pas déposer cet horizon incroyablement élargi? Cet horizon, il ne tient pas dans la petite ville dans laquelle je reviens. Et pourtant, cette petite ville, elle a déjà beaucoup changé. Hein. Et donc là, le récit du premier tour du monde est intéressant, puisque le premier tour du monde, eh ben, c'est le retour. C'est vraiment le retour au point de départ. Et c'est la première fois qu'on l'a fait. Donc ça, c'est Magellan. Mais sauf que là encore, il y a une espèce de dissymétrie, c'est-à-dire que Magellan part. Alors, en ce moment, il y a un très beau documentaire sur Arte où vous pouvez voir ce récit-là. Et comme je vous le disais, ce sont des récits qui n'ont pas eu lieu. En plus, Magellan, il s'est fait tuer, il a été assassiné en Indonésie, donc il n'a pas pu raconter ce qui s'est passé. Là, c'est la fiction qui vient, en fait, occuper des endroits dans lesquels il n'y a pas de récit historique. Hein. Donc, un des grands livres sur Magellan et un des grands livres aussi sur la découverte de l'Amérique, entre 10 000 guillemets, c'est Stefan Zweig, hein, le grand auteur autrichien, qui a raconté, il a consacré plusieurs biographies dans sa vie d'écrivain, donc une très grande sur Amerigo Vespucci, donc celui du nom duquel on a donné le nom Amérique, et puis surtout une très belle biographie de Magellan. Donc là encore, vous voyez, donc on a eu toute une partie où les récits étaient des récits imaginaires, les récits d'Ulysse, puis la reprise, en fait, exact comme si c'était passé le flambeau à des siècles et des siècles, Colomb qui part et qui ouvre comme ça la voie à toutes ces grandes expéditions, et ensuite, tous les trous de l'histoire, les vides, les silences, ce qui n'a pas été dit, donc ce qui n'a pas été pensé non plus, hein, cette dimension de l'épreuve du retour qui n'a pas été pensée, eh bien, ça se retrouve, ce sont de nouveau là, c'est de nouveau la fiction qui prend le relais. L'autre dimension, avant de passer à ce retour très particulier qu'est la résurrection, mais qui permet aussi de penser le retour sans la dimension du voyage, hein, ce qui a aussi été un défi
très difficile en fait à penser quand j'ai travaillé sur cette notion-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir? Pourquoi est-ce que, donc, il faut, non pas 10 ans, mais en réalité 20 ans à Ulysse pour revenir? Milan Kundera, dans un de ses romans, dit où il parle beaucoup d'Ulysse et de Pénélope et de Calypso, parce qu'il a un gros faible pour Calypso, il aime beaucoup Calypso que tout le monde en général méprise. Il explique que si nous vivions 120 ans, si Ulysse avait vécu 120 ans, si les vies humaines étaient 2 fois, 3 fois, enfin disons 2 fois plus longues qu'à l'Antiquité, qu'est-ce que ça aurait fait de partir pendant 20 ans? Mais pas grand-chose en fait. Si nous vivions 2 ou 3 fois la durée de notre vie actuelle, partir pendant 20 ans, ça n'aurait pas eu vraiment d'importance. Or, partir pendant 20 ans, quand la durée de vie est à peu près au moment d'Ulysse, disons de 60 ans, c'est-à-dire c'est partir pendant 1/3 de la vie. Donc 1/3 de la vie est consacré au départ et au retour, à partir et à revenir. Et il dit, mais là, il y a une signification. Il y a une signification sur la vie, en fait. C'est non seulement un récit d'expédition et de guerre, mais c'est aussi le sens de la vie, en fait, qui se joue dans partir et revenir. Et effectivement, la vie, ce n'est pas une droite comme ça, ou un long fleuve qu'on suit tranquillement. Non. Il y a des moments où, temporellement, le temps se retourne, justement, et on ne voit pas les choses de la même manière. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait sentir quand vous êtes en vacances, par exemple, si vous partez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y a toute une partie de votre voyage où vous êtes dans un peu la découverte, le recul de l'horizon, le recul de la vie ordinaire, voilà, vous vous installez. Et il y a un moment où, dans votre tête, il y a quelque chose qui se passe, où le temps n'est plus appréhendé de la même manière, parce que ça y est, il est dirigé vers le retour. Vous avez retourné votre voyage vers le retour. Et donc, vous n'appréhendez plus le temps de la même manière. Dans la vie, évidemment, c'est la même chose. Et la difficulté que connaît Ulysse est une difficulté qui est très bien racontée en général sur les retours dans les films de guerre, où les Américains sont très forts pour raconter tout le retour de la guerre du Vietnam, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Le retour, quand le héros revient, il n'est pas accueilli, il n'a pas de père qui l'accueille avec des bras grands ouverts, voilà. Donc, il ne sait pas parler de ce qui lui est arrivé, donc un problème de communication, un silence, et puis il ne retrouve pas sa place, voilà. Et ce qui est très important, c'est que et l'armée américaine a beaucoup réfléchi là-dessus. Comment se fait-il que le soldat qui revient, la première chose qu'il fait, il va au café, il boit et il casse tout. Voilà. Et ça, il y a un nombre de films, c'est incalculable. Celui qui revient, traumatisé, va au café et détruit tout. Il y a même un film très, très beau, Manchester, sur un père qui revient dans une ville où la maison avec ses enfants a brûlé. Il revient, il va au café, il se bat avec tout le monde et il casse tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'épreuve du retour est tellement difficile que c'est aussi le héros, quoi. Le héros qui vivait des choses extraordinaires et qui ne sait pas du tout s'exprimer autrement que par la destruction, la bagarre, la casse. Voilà, il n'y a aucun autre moyen d'expression. Et ce qui est très difficile et qu'a très bien mis en œuvre Homère, c'est qu'en fait, ce qui est difficile, c'est tout simplement de revenir à la vie ordinaire. C'est ça qui est difficile. C'est de sortir du monde des héros. Non mais Ulysse, il était à Troie. Les guerriers grecs, ils étaient à Troie. Mais Troie, c'est une ville avec des remparts en or où les familles ont des vingtaines d'enfants. C'est la prospérité, c'est l'abondance. Ils n'ont pas à travailler, ils n'ont qu'à se cueillir. C'est une espèce de jardin d'Hespéride. Ils n'ont qu'à cueillir les fruits. Ils n'ont aucun effort pour travailler, pour se nourrir. Enfin, et donc, c'est le rêve, quoi. C'est le paradis. Et quitter Troie, c'est quitter le monde des héros. C'est quitter le monde des divinités. C'est quitter, oui, c'est ça, tout un monde où les divinités règnent. Et on se retrouve dans la vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire,
Eh bien, dans la vie ordinaire, c'est très compliqué parce que, en fait, il faut retrouver le temps normal de la vie. Le temps normal de la vie qui est celui de la succession des jours, celui où on voit justement que on part de la naissance, on grandit, et puis on vieillit et on arrive vers la fin. Voilà. Et se met en place toute une préoccupation justement pour la dimension mortelle. Et donc, revenir, c'est aussi accepter non seulement la vie ordinaire, qui est quand même beaucoup moins amusante que les récits extraordinaires de sirènes, de Calypso, de Circé, et tout ça. Non, c'est aussi accepter sa dimension de mortel, accepter sa finitude, accepter la finitude humaine. Et ça, c'est quelque chose... Alors, Ulysse a été très critiqué, bien sûr, en particulier par Lévinas, qui ne l'aimait pas du tout, qui disait regardez, il rentre chez lui, il casse tout, vraiment, il n'a rien compris, il n'a rien appris. Oui, mais tout le monde a tout de suite relevé que quand Calypso lui proposait l'immortalité, la jeunesse éternelle, de rester avec elle, et donc d'être tout le temps jeune, vigoureux, beau et comme un dieu, il l'a refusé. Il préférait revenir chez lui, vieux, trouver son épouse vieillie, retrouver son fils qu'il allait céder son trône, et puis il savait qu'il allait retrouver des ennuis quand même. En retournant à Ithaque, évidemment, toute l'île était prise par les prétendants. Donc ça, c'est une dimension très importante du retour. Revenir, c'est revenir à la vie ordinaire, c'est revenir dans la vie quotidienne, et ce n'est pas seulement les tâches qui importent là, mais c'est accepter une dimension du temps qui est la dimension du temps humain. Voilà, tout simplement, la dimension du temps de la vie. Et c'est ce qui explique que la plupart des histoires autour des récits du retour sont des histoires de filiation. Mais c'est marquant. Toutes les histoires sont des histoires. Le fils prodigue, donc c'est un père et un fils. Ulysse, il a quand même laissé un bébé quand il est parti. Et quand il revient, son fils a 20 ans. Et son fils, il est moqué par tout le monde. Or, il faut qu'il puisse lui transmettre la légitimité du trône. Voilà. Retour à Reims de Didier Héribon. Mais magnifique. L'intellectuel engagé, philosophe, qui a toujours travaillé sur les processus de légitimation, délégitimation, sur les processus de politique, de subjectivation, n'a jamais considéré sa famille, n'a jamais considéré la famille dont il était sorti. Son père meurt, il est obligé de rentrer à Reims, retour à Reims, et là, il se prend en pleine figure toute la dimension généalogique, légitime, de filiation qu'il n'avait jamais voulu regarder parce qu'il considérait le monde avec un regard qui était un regard théorique. Et il n'avait jamais, il s'était jamais retourné sur son propre cas à lui. Et il se dit, mais comment j'ai fait ? Comment j'ai fait pour ne pas voir ça ? Comment j'ai fait pour ne même pas regarder le monde duquel j'étais issu ? Comment j'ai fait pour ne pas vouloir me retourner sur mon propre monde ? Donc le retour permet aussi ça, de se retourner. Ou juste avant la fin du monde, de Lagarce aussi, qui est aussi ce retour du fils dans une famille, et où il n'y a que des sarcasmes, et en fait, celui qui revient n'est pas le bienvenu. Donc ça aussi sont des choses que l'on retrouve. Alors, pour aller un peu vite, disons qu'une fois que j'avais travaillé sur la question des voyages, des retours difficiles, de la vie ordinaire, je me suis dit, oui, mais le revenir, ce n'est pas que revenir de voyage, ce n'est pas que revenir de la guerre, ce n'est pas que revenir d'une expédition. Et je ne sais plus comment j'y ai pensé, mais je me suis dit, mais en fait, le retour des retours, c'est la résurrection. Voilà, c'est Jésus qui revient sur terre une fois qu'il est mort. Et je pense que c'est à la suite d'Ulysse, bien sûr, parce qu'un des grands commentateurs de Ulysse, qui s'appelle Douglas Frame, qui est un Américain qui a passé toute sa vie, bon, de toute façon, tous les spécialistes de l'Odyssée passent toute leur vie là-dessus, mais pour lui, le sens du retour, c'est toujours dans l'Odyssée, revenir, c'est revenir de la mort. C'est revenir, donc c'est une forme de résurrection. Et je me suis dit, mais c'est quoi la résurrection exactement ? Parce que
La réincarnation, c'est facile. Vous avez une âme, vous avez un corps, et puis quand vous mourrez, votre corps meurt, et puis votre âme, elle choisit un autre corps. Non, mais là, c'est pas difficile. Il y a un film de Woody Allen comme ça, où je ne sais pas si c'est Anna et ses sœurs, il pense qu'il est très très malade, et donc il pense que voilà, son corps va mourir, mais il est très ennuyé, parce que lui, il est très très en forme intellectuellement, et un jour, il y a des témoins de Jéhovah qui frappent à sa porte, qui lui expliquent qu'eux, ils ont une théorie justement de la réincarnation, et que donc son âme survivra, mais il changera de corps. Alors lui, il signe tout de suite, parce qu'il dit, moi, mon corps est malade, donc moi, je veux bien être un témoin de Jéhovah. Donc, il y a une facilité à concevoir ce que c'est qu'une réincarnation. Mais une résurrection, attendez, donc quelqu'un meurt et il ressuscite, mais il est mort. Il est quand même mort et il ressuscite. Alors, il ressuscite dans quel corps ? À quel moment de sa vie ? C'est un petit peu comme quand quelqu'un meurt, par exemple une actrice qui était très très belle, et puis elle meurt à 90 ans, et quelle photo d'elle publie-t-on dans les journaux pour la montrer ? On la montre à 90 ans ou on la montre quand elle était dans sa grande beauté, quand elle avait 20 ans ? Voilà. C'est exactement quel corps choisit le ressuscité. Alors dans les textes, ils sont rusés, ce sont des corps de lumière. Donc je vous préviens, ce n'est pas la peine d'aller chercher le détail, ce ne sont que des corps de... Et puis c'est compliqué, parce qu'en fait, là encore, opération de dédoublement et de dissymétrie. Il y a une résurrection. Ah, mais non, il n'y en a pas une. Il y a la résurrection du Christ qui, elle, est le récit. Donc, il y a 4 récits différents quand même dans les évangiles de la résurrection du Christ. Et ensuite est promise la résurrection de tous les croyants à la fin des temps. Donc, il n'y a pas une résurrection, il y a celle du Christ et puis il y a celle de tous les croyants, de tous les fidèles qui ressusciteront et sortiront de leur tombeau. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes corps, ce n'est pas la même chose. Et... ce qui est très intéressant, donc moi j'ai choisi de m'intéresser à la résurrection du Christ, parce que dans la résurrection du Christ, il y a, donc l'évangile ne parle pas, aucun des évangiles ne mentionne ce qui se passe au moment où le Christ revient. Aucun. Il est crucifié, on le met au tombeau, c'est la nuit, tout le monde part. Et le lendemain, les femmes arrivent pour l'oindre de parfum et d'huile pour son corps, pour que le corps ne sente pas, et ça c'est très important. Et le tombeau est vide. Voilà. Mais aucun texte ne mentionne que le Christ est sorti de son tombeau, qu'il a mis son pied sur le tombeau, qu'il a eu un air de vainqueur, et que, hop, ensuite, il a passé 40 jours, ce moment qu'on appelle la résurrection. Donc, en plus, la résurrection, ce n'est pas juste le moment où il sort de son tombeau, c'est les 40 jours qui passent sur Terre avant l'ascension. Comme ça, vous connaîtrez bien vos dates au mois de juin, quand vous aurez des grands ponts. Et donc, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il y a un vide. Il y a une ellipse textuelle, disons, qui est quand même une ellipse narrative qui est énorme. Personne ne sait ce qui se passe. Or, les peintres, et là encore, si vous voulez, ça m'a rappelé Stefan Zweig, qui va dans l'endroit où rien n'a été dit. Les peintres se saisissent de cette absence d'image pour représenter la scène de la sortie du tombeau du Christ ressuscité. Donc, et donc, quand cette scène, personne ne l'a vue. Personne ne l'a vue. Donc, Mantegna, donc ça c'est un tableau qui est à Tours, qui est un magnifique. Il y a plusieurs. C'est une prédelle, donc c'est une grande prédelle quand même, sous un tableau d'autel qui n'est plus en France, mais les 3 prédelles sont à Tours. Bon, c'est beau, mais il a quand même triché, puisque là il y a des gardes qui voient le Christ ressuscité. Or, personne n'a vu la résurrection. Chez Bellini, ça c'est un magnifique tableau qui est à Berlin. Alors là, intéressant aussi parce qu'en fait, il le fait... il lévite, quoi. Là, il est en lévitation. Là encore, les gardes sont éblouis, mais donc regardent quand même, sont témoins de la résurrection. Or, il n'y a eu aucun témoin de la résurrection. Donc, ils ont légèrement triché. Et celui qui n'a pas du tout triché, il n'y a pas beaucoup de tableaux de résurrection. Ce n'est pas comme des tableaux de nativité ou d'annonciation ou de crucifixion, où là, il y en a plein.
là, c'est aussi pareil. C'est-à-dire que le départ dans la vie, le départ dans la mort, là, il y en a plein. Mais le retour à la vie, très peu de tableaux le représentent. Et très peu de textes parlent de la résurrection. Très peu de textes en parlent. Hein. Donc, c'est aussi, là, il y a encore une désymétrie. Et cette fresque de Piero della Francesca, alors là, elle est vraiment magnifique, hein, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si vous remarquez la couleur rose de la toge du Christ, qui était le rose de la toge du personnage dans la barque, enfin d'Ulysse dans la barque qu'on voyait tout à l'heure. Et ce rose, bon, évidemment, là, vous ne le voyez pas, mais si vous allez à San Sepolcro, ce que je vous invite à faire, parce que c'est indéplaçable, hein, donc elle est là-bas, dans un musée qui n'a aucun intérêt, mais voilà, il y a cette fresque de Piero della Francesca, qui donc n'est pas dans l'église, hein, mais qui est dans un musée civique. Cette fresque, elle est toute rose, en fait, hein, elle est baignée comme ça de rose. D'ailleurs, on voit les nuages qui sont au-dessus de lui, sont roses, et puis vous voyez, il y a le sang coule. Donc, comment représenter que le Christ est mort, qui revient à la vie? Eh bien, vous faites couler son sang. Voilà. Donc, le sang coule, c'est le signe qu'il est en vie. Et il a un léger rosé aussi sur les joues. Les nuages sont roses et c'est une aurore. Hein. Donc, un nouveau jour se lève. Voilà. Donc, il y a le tableau entier est rempli du rose de l'aurore du nouveau jour, mais ce rose est particulier. Hein, c'est comme si vous voulez, il avait pris la palette du sang pour la répartir, pour l'éparpiller dans l'air. Voilà, donc ce n'est pas une naissance, c'est une résurrection. Et la résurrection porte la trace de la mort. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas, justement. C'est pour ça que c'est un retour particulier. C'est parce que lui aussi porte les traces de la mort. Il porte les traces des stigmates de la mort. Et regardez, également, il est dénudé, il a un certain âge, hein, et il est tout à fait présent et absent en même temps. Ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que la dimension spectrale, souvent on l'a comparée à un somnambule, donc ça aussi c'est assez passionnant, le fait que quelqu'un soit entre la vie et la mort et entre le sommeil et la veille. Hein, et donc cet état comme ça de transition, justement, complètement de transition, qui représente le retour. Et lui est éveillé et les autres sont complètement endormis, alors que c'est lui qui revient de la mort et que les gardes sont en vie, eux. Hein. Donc, il y a une série d'inversions dans le tableau qui est absolument passionnante et fascinante, d'autant que Piero della Francesca s'est représenté dans un des gardes qui est mort. Hein. Donc, qui n'est pas mort, qui est endormi, excusez-moi. C'est lui. Alors, je vous montre rapidement pour aller vite. Voilà, ça c'est la salle. Donc la salle est moche, l'endroit est moche, voilà, mais il y a une des plus belles fresques qui existent. Alors qui en plus, pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas à la cathédrale? Disons qu'à la cathédrale, il y avait déjà un polyptyque auquel Piero della Francesca rend hommage, parce que Borgo San Sepolcro, c'est la ville d'où il est né, hein, donc il est de là-bas, et donc c'est pour ça qu'il a fait cette fresque. Mais dans la cathédrale, il y a déjà un Christ ressuscité avec... vous voyez, avec la même position. La position, enfin moi, cette position-là, elle me rappelle toujours, vous savez, les chasseurs qui reviennent puis qui ont pris un peu leur lion et le trophée, vous voyez, puis ils mettent le pied dessus pour dire que voilà, ils ont vaincu quelque chose. Là, il y a quelque chose de cette manière d'avoir vaincu la mort, hein, en mettant le pied comme ça sur le sarcophage, le pied aussi là de Piero. Et ce qui est très... Borgo San Sepolcro, le bourg du Saint-Sépulcre, c'est quand même le nom que les Italiens ont donné à leur village. Enfin, faut quand même être assez préoccupé par l'histoire quand même pour faire ça. En fait, au XIe, XIIe siècle, il y a des pèlerins qui sont allés donc à Jérusalem, hein, pour voir le tombeau du Christ, et ils ont rapporté une pierre. Et cette pierre, quand ils sont revenus, ils se sont endormis dans une forêt, la forêt que l'on voit autour, hein, cette forêt.
Et ils se sont endormis. En fait, il se trouve que la pierre, elle a été déplacée en haut d'un arbre. Et donc, comme c'était un signe miraculeux, ils ont construit le bourg du Saint-Sépulcre autour de cette pierre qui avait été ramenée du Saint-Sépulcre. Donc, le tableau est aussi un retour sur l'histoire du village dont lui-même fait partie. Vous voyez ? Et effectivement, regardez, ici, il y a une pierre qui n'a aucune raison d'être là, sauf que c'est sûrement la pierre de ce récit. Alors, c'est un mystère complet, la résurrection. C'est absolument mystérieux, mais la résurrection du Christ est précédée par d'autres résurrections dans la Bible, dont la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Et Lazare, je vous disais, c'est la figure qui a été choisie pour représenter justement ceux qui reviennent de la mort. Et donc en particulier ceux qui sont revenus des camps, qui ne pouvaient pas parler et qui ont vécu la mort et qui sont revenus de la mort. Parce que le Christ, on sait qu'il a vécu la mort, mais comme il revient et dans un corps de gloire, en fait, on les voit, les stigmates de la mort, mais il a aussi un corps surnaturel. Il dit bien à Marie dans le jardin, « Noli me tangere, ne me touche pas ». Voyez, alors que Lazare, il faut le sortir de son tombeau, il faut aller le chercher, c'est un corps lourd, pesant, il faut l'attraper par ses bandelettes. Et ce qui se passe, le problème de Lazare, c'est que Lazare, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort, et donc, quand il sort de son tombeau, il pue. Et la puanteur de Lazare, c'est quelque chose qui a été représenté très tôt. Donc, la manière dont on embaumait les morts, c'était un petit peu comme les momies. Il n'y a pas du tout les soins comme les momies, mais donc ils étaient entourés de toutes ces bandelettes. Donc, on le voit sortir du tombeau. Et ce que vous voyez, donc déjà, ça c'est une des premières représentations qu'on a, 6e siècle, la personne qui accueille Lazare se bouche le nez. Chez Duccio, vous voyez que le personnage en jaune également se bouche le nez quand Lazare sort. Chez Giotto, c'est encore plus marquant, surtout le personnage complètement à droite qui a quand même du mal à supporter cette odeur-là. Alors, dans le film de Scorsese, la dernière tentation du Christ, il y a une scène avec la résurrection de Lazare où le Christ se bouche le nez, ce qui n'arrive jamais normalement. Il ne se bouche jamais le nez dans toutes les peintures. Mais voilà. Et Caravage arrive et il fait ça. Alors, outre la dramatisation intense de la composition picturale que je vous laisse voir et qui est vraiment flagrante, la sœur de Lazare, Marie, donc c'est la même que Marthe et Marie, elle se penche sur le nez de son frère, comme si c'était elle, vous voyez, qui lui réinsufflait son âme pour le faire revivre. Et donc, là, il n'y a aucun problème d'odeur, alors que ça doit être quand même assez puissant. Donc, Caravage, il retourne complètement les codes de représentation de Lazare et aussi ce qui est dit dans le texte, dans ce retournement où il y a ce corps qui, là, n'est pas encore à la verticale, mais qui est encore en transition, justement, qui pèse et qui revient à la verticale, et donc qui revient à la vie. Et un des rares philosophes qui a écrit sur le retour, qui s'appelle Jean Kelevitch, précise bien que Lazare est mort, c'est qu'on meurt dans une résurrection. La résurrection, c'est pas la négation de la mort. Non seulement Lazare est mort une fois, mais ce qu'on ne sait pas, parce que le récit ne le dit pas, mais Lazare, il est mort une deuxième fois, là pour de bon, il y a un moment, ce sera la fin de sa vie, et puis il va mourir, vous voyez. Mais là, il est ressuscité, voilà. Mais ça n'empêche pas à la mort de s'accomplir. Ça n'empêche pas le temps de la vie de s'accomplir, de tourner et de s'accomplir. Donc la dimension temporelle, elle est très importante dans le retour. Et c'est le retour, alors qu'on pourrait avoir l'impression justement qu'on fait retour sur soi et que c'est une négation du temps, comme dans l'éternel retour. Non, c'est le retour qui permet d'incorporer
en soi de vivre, de prendre conscience du temps de la vie et du temps de ce que Jean Kelevitch appelle la futurition, le fait que le temps inexorablement s'écoule dans un tempo inaccélérable et ne cesse de s'écouler, et que nous ne pouvons absolument rien y faire. Et la résurrection n'est pas une forme de négation de la mort. La résurrection est bien la preuve, enfin la preuve si c'en est une, hein, mais enfin est bien une réflexion justement sur le fait que la mort est dans le temps de la vie. Hein, la mort est dans le temps de la vie. Donc voilà, je voulais conclure sur cette dimension temporelle, hein, qui est très importante dans le retour, sur cette dimension d'incorporation aussi qui est très importante, et puis sur la dimension de la pensée, hein, c'est-à-dire qu'une des racines grecques, le mot retour en grec se dit nostos, et il se trouve que nostos a la même racine, neomai, que nos, qui est la pensée. Et donc l'Odyssée, c'est aussi une Odyssée de la pensée. Et c'est aussi ce par quoi vous passez tous quand vous êtes en train d'expérimenter des choses, vous partez très loin. Parfois, vous allez explorer des rivages absolument incroyables. Parfois, et puis vous avez du mal à en revenir parce que vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de cette expérimentation? Comment je vais pouvoir en parler? Et en fait, on se rend compte que toute l'aventure en fait, du retour et les difficultés, l'épreuve du retour, c'est quelque chose qui est vraiment aussi, c'est la pensée elle-même, c'est la manière dont la pensée en fait s'inscrit dans le monde, s'inscrit dans l'histoire, s'inscrit dans l'épreuve de la temporalité, hein, et se réalise dans le temps de la vie. Voilà, je vous remercie. On a un peu de temps pour des questions, si vous avez des questions à poser à Céline. Et je la remercie encore une fois. Est-ce que vous avez des choses qui sont restées en creux ou qui peuvent être un peu en dehors de ce qu'elle a dit ou sur Alors, les pourtours toutes les questions sont les bienvenues. Hein. Oui. Quand, par exemple, on revient de vacances, des choses comme ça, si vous avez trouvé des recherches qui appuient ça, qui ont des gens qui ont recherché qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on revient d'un endroit pendant longtemps. Alors, ce qui se passe dans le cerveau, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai pu que lire des textes. J'ai pas... et comme je vous dis, il y a beaucoup de textes qui manquent aussi. Hein, donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le cerveau. Mais bon, oui, on s'imagine qu'il y a le problème de la reconnaissance et de la méconnaissance. Voilà. Mais ça, bon, c'est déjà dans l'Odyssée. Il y a le problème du temps qui est passé. Donc, on mesure aussi quel temps est passé. Mais ça, c'est dans l'Odyssée aussi. Enfin, quand même, ce qui est assez incroyable, c'est que l'Odyssée a posé en fait un certain nombre de points importants en fait qui définissent toutes les formes de retour, toutes les formes de retour. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à la question neurologique, mais vraiment, je ne sais pas. Puis d'ailleurs, je ne sais même pas si cette expérience a été menée. Aux allers-retours d'Ulysse et de Christophe Colomb, il y a eu une aventure assez belle. Juste à la fin du Covid, il y a tout un groupe qui sont partis du Chiapas et qui ont fait le voyage retour et qui était donc une manière de repenser autrement le vivre ensemble. Donc il y avait, je crois, 3 femmes, 2 hommes et 2 personnes trans.
qui ont repris le bateau et qui ont fait le voyage retour, je trouvais, et qui était une manière aussi. Alors, ils ont été, effectivement, les retours sont assez mal restitués, puisqu'ils ont pas été quasiment très mal reçus. Mais en tout cas, ils avaient cette volonté que je trouvais assez belle de faire ce voyage pour dire vous êtes plantés et peut-être nous, on est en train de réinventer une autre façon de vivre. Donc voilà, il y a peut-être que dans ces allers-retours dont vous parliez, il y a peut-être celui-là qui est peut-être une note d'espoir sur où atterrir, pour reprendre les termes de Latour. C'est vrai que Alors, mon livre commence comme ça, en fait. Un jour, j'avais entendu une émission sur France Culture sur la musique jamaïcaine, avant le ska, et il parlait Il y avait une très belle chanson, Blue Star Liner, qui raconte comment quelqu'un avait mis en place, en fait, toute une flotte pour ramener les anciens esclaves américains en Afrique. Voilà. Ce type était quand même un personnage visiblement très très louche, mais bon, c'était son projet. Le FBI a bombardé sa flotte. Enfin, et ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà l'histoire d'un retour empêché, quoi. Le pays qui s'est construit sur qui a construit sa richesse sur l'esclavagisme, n'entend absolument pas payer le billet retour à ceux qu'il a fait venir pour les exploiter. Certainement pas. Il y a une dimension politique du retour qui est extrêmement importante. Alors, il y a le Libéria, par exemple, est un pays justement qui a été fondé sur l'idée du retour des esclaves au départ africains, américains, et donc de retour justement sur la terre africaine. Voilà, ça, ce sont des entreprises qui existent, ce sont des mouvements qui se sont multipliés au cours du XXe siècle. Et ce qui est aussi assez fort, c'est de voir comment ils ont été empêchés, comment ils ont été détournés, ce que ça représente, quoi, ce que ça représente. Et le XXe siècle, enfin, tout au long du XXe siècle, c'est aussi un siècle sur lequel, bon, évidemment, la communication est beaucoup plus facile, puis elle reste, donc on a beaucoup plus de témoignages, mais par exemple, sur toutes les révolutions politiques qui ont eu lieu en Amérique du Sud, quelqu'un sur laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Tununa Mercado, justement, qui dit, elle, que voilà, il n'y a pas du tout d'office du fils prodigue nulle part dans le monde. Elle a dû fuir l'Argentine à plusieurs reprises dans sa vie. Et à chaque fois, elle a été exilée dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, et elle revient chez elle, mais donc 2 ou 3 fois dans une vie. Et au XXe siècle, effectivement, on commence à avoir des témoignages de gens qui ont vécu 1 ou 2 exils dans leur vie et qui sont revenus, revenus quand même. Enfin, les Cambodgiens sont revenus dans leur pays. Alors, ils sont repartis tout de suite, puisque le pays est vraiment aux mains chinoises maintenant, mais ça a été possible. Voilà, au XXe siècle, dans le temps d'une vie, il a été possible de s'exiler et de revenir. Et on n'en a pas fini de recueillir ces témoignages-là. Oui, oui. J'en ai une. Tu as commencé à parler de cette réflexion ou de quelque chose qui, autour de cette notion du retour, qui serait la possible non, peut-être pas réconciliation, mais de trouver un point de dialogue entre une pensée, alors pour ne pas dire universaliste, mais tu dis humaniste, et une pensée des savoirs situés. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et hier, je t'ai posé la question de est-ce que c'est pas une chose aussi il y a un effet d'échelle. Alors c'est marrant parce que tu avais déjà travaillé sur des choses sur le très grand et le trop petit, et des choses comme ça. Est-ce que ça a à voir avec, est-ce qu'on peut être
dialoguer entre celle qui fait des grands voyages, des très grands déplacements, et celui qui n'en fait pas. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il y a un dialogue autour de la notion du retour, pour réussir à s'entendre entre ces deux grandes options? Ouais, c'est très difficile comme question. Bon, j'espère déjà qu'on peut s'entendre, hein, par-delà par-delà les expériences, et que le langage permette justement le déplacement. Enfin, quand même, hein, à mon avis, c'est le langage qui fait le déplacement, et donc la traduction, bien sûr, qui est très, très importante. Il y a un livre qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre ». Ouais. Bon, ben voilà, pour moi, ça, c'est pas un voyage, c'est clair. Enfin, il peut raconter ce qu'il veut. Non, c'est pas... Il n'y a pas le dépaysement, il n'y a pas l'horizon. Il y a juste... Alors, vraiment, il n'y a pas l'horizon, là. Il y a d'autres choses qui se passent, hein, qui sont intéressantes, mais ce n'est pas un voyage, justement. Quand même, le voyage, c'est le mélange entre ce qui est autre et ce qui est soi, et l'espèce de recouvrement de soi par ce qui est autre, et le fait d'être un peu toujours dans l'injonction de devoir... Schütze, il explique très bien ça, de devoir, de savoir qu'on met les pieds à un endroit qu'on ne connaît pas, et donc de toujours un peu devoir s'adapter et de jamais pouvoir complètement s'adapter. Ça, c'est ça, c'est partir, disons. Hein, ça, c'est être exilé, immigré. Et au retour, il dit que ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que celui qui revient se sent comme un étranger chez soi, donc ça, c'est très important. Mais en plus, il n'a pas à s'adapter ou à être toujours prêt à s'adapter à quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas. Parce qu'en fait, il connaît déjà tout ce là où il est. Et la grande difficulté, c'est celle-ci, c'est de se réhabituer en fait à cette connaissance foncière de ce qui était... l'espèce de... Alors lui, il appelle ça le pays natal. Alors, le pays natal, c'est pas là où je mets mon drapeau, et puis voilà, c'est chez moi, hein, c'est pas ça. Le pays natal, il en donne d'ailleurs une belle définition. Il dit c'est ce qui vient à manquer lorsque j'en suis privé. Voilà. Très belle définition. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je sais que quand je suis loin, c'est ça qui me manque. Voilà. C'est quand j'en suis privée que je suis peut-être le plus... je sais le plus ce que c'est que mon pays natal. Voilà. Mais c'est pas du tout défini par un territoire, ça c'est très important, et ce n'est pas défini par une histoire, hein, mais c'est défini par un manque. Voilà, en fait, par la négative, par un manque. Alors, comment... je ne sais même pas si le point de vue humaniste et le point de vue situé ont envie de se réconcilier. En ce moment, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais disons qu'on peut sûrement vivre les deux expériences par le départ et par le retour, voilà, par l'horizon et par le retour. On peut sûrement vivre les deux expériences. Ce serait un peu dommage de n'avoir des textes traduits que par... c'est Markovitz, hein, le traducteur de Dostoïevski, qui raconte ça. Donc, il a vécu en Russie pendant très longtemps. Il est juif, il traduit en français, il retraduit tout Dostoïevski en français, et là, il y a tous les orthodoxes russes qui viennent le voir et disent « Ouais, c'est dommage. Hein. Non, c'est pas mal ta traduction en français, mais en fait, comme tu n'es pas orthodoxe, tu as raté Dostoïevski. » Voilà. Bon, alors, on ne va pas y arriver, quoi, hein, parce que c'est compliqué. Après... il y a des paroles situées, effectivement, où c'est très important que celui qui traduit soit également au courant ou ait pu vivre des situations similaires, bien sûr, pour prendre la mesure, en fait, de ce qui se dit dans certains mots, bien sûr. Mais l'un doit-il exclure l'autre? Voilà, et... La langue permet justement le déplacement et la situation, hein, de la même manière que partir et revenir, voilà, sont deux formes d'expérimentation du déplacement et de la situation. Mais bien sûr, il est très important d'être situé. Mais être situé ne veut pas dire qu'on nie l'horizon qui est autour de soi. Voilà, hein. Et être dans l'horizon ne veut pas dire qu'on nie
ce à quoi l'horizon se rapporte. C'est une question très difficile, Denis, que tu poses. Donc, mais bon, ça montre une actualité de la question, c'est sûr. En fait, vous avez parlé de l'état physique du corps lors du retour. Et je me posais la question sur ce qu'il en est plus de l'état mental. Parce que j'ai l'impression que, en fait, quand on part, même si on n'était pas dans une destination, par exemple, de vacances ou de rêve, il y a cette idée que quand on revient, il y a une espèce de nostalgie ou de mélancolie qui s'installe, comme si on idéalisait toujours le lieu d'où on est parti. Et je voulais savoir ce qu'il en était sur ces émotions-là, qui sont un peu des émotions planantes. Je ne sais pas trop. Oui. La nostalgie, c'est un terme très important pour le retour, puisque c'est un mot composé. Nostos, le retour, algos, algé, la douleur, donc la douleur du retour. Et donc, qui est un mot que les Grecs n'utilisaient pas. Ulysse, chez Homère, ne souffre pas de nostalgie. C'est un mot que Homère... ça a été un mot inventé au XVIIe siècle, non, au XVIIIe siècle par un médecin suisse qui ne comprenait pas pourquoi les gardes suisses, quand ils étaient envoyés dans la papauté, à Rome, autour du garde, dépérissaient complètement. Et dès qu'ils entendaient un son de cloche de vache, ça y est, reprenait vie. Donc, Starobinski, il a fait une grande étude là-dessus. Ça s'appelle... c'est un livre sur la nostalgie. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et donc, le désir de retour, la maladie du désir de retour. Ces pauvres soldats qui dépérissaient complètement et à qui, en fait, si on les... Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qui les ravivait tout de suite, c'était la cloche, donc le son, donc la musique. Dans la nostalgie, c'est quelque chose de très, très, très important. Le son, l'environnement sonore, ça, c'est quelque chose qu'on porte en soi et qu'on ne peut pas retrouver à l'extérieur. On peut pas. Donc, voilà, il faut que ça résonne d'une certaine manière. Et l'autre chose, c'est le goût. Parce que vous donnez à quelqu'un qui est nostalgique le plat de son pays, alors là, voilà, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le son et le goût, qui sont des sens qui ne sont pas très, très explorés par la philosophie, bon, sauf dans les théories des atmosphères, mais ça, c'est justement, je pense que c'est très important. Eh bien, le son et le goût sont la musique et le plat cuisiné sont deux événements très importants pour le retour. Très, très, très importants. Ça n'en dit pas beaucoup sur les sentiments, ça, je vous laisse lire les ouvrages, mais voilà, cette question est assez fascinante. Ouais. Oui, manger comme dans son pays natal, c'est bien, quand on souffre de l'éloignement. Oui, il est 15 heures, je pense que... Merci beaucoup. Merci. Céline. Merci.